à partir des paysages sonores enregistrés, on évaluait la complexité. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de manière non invasive de suivre la dynamique d'un écosystème. Et la communauté pense que vraiment, c'est amené à un grand avenir. Nicolas Mathevon est biologiste, spécialiste du comportement animal et bioacousticien. Il est professeur à l'université de Saint-Étienne et explorateur pour la National Geographic Society. Il étudie les communications acoustiques animales et humaines depuis presque 30 ans et il a fondé une équipe dédiée au CNRS et à l'université de Saint-Étienne. Nicolas a publié en janvier 2021 un livre sublime. Les animaux parlent, sachons les écouter, dans la collection Nature et Savoir chez Humaine Science. Des forêts du Brésil aux océans, de la savane africaine aux déserts glacés de l'Arctique et de l'Antarctique. Des larmes de crocodile aux joutes sonores des oiseaux, ces virtuoses du monde animal. Nicolas va nous dévoiler, dans cette série exceptionnelle de baleines sous gravillon, la diversité des vocalisations animales. Avec lui, nous allons écouter comment ces langages leur permettent d'exprimer leurs émotions, de choisir un partenaire, d'alerter le groupe en cas d'attaque de prédateurs, de savoir qui domine et qui doit se soumettre, de marquer leur territoire ou d'appeler à l'aide. Dans cet épisode, nous allons présenter cette discipline foisonnante qui engendre beaucoup de vocation et d'espoir dans le milieu naturaliste. Notez enfin que cette série préfigure Symphonie, le podcast dédié à la bioacoustique, au son et au langage des animaux, qui sortira dès septembre prochain. Il s'appellera donc Symphonie, écrit avec F-A-U et non P-H-O, et ce format court de moins de 10 minutes sera réalisé avec l'aide de l'ami Nicolas. Ce que nous apprennent les langages des animaux, finale dans BSG et liminaire pour Symphonie. C'est parti. Salut Nicolas. Salut Marc. Je suis très content de te retrouver. Le moment est solennel, c'est notre dernier épisode ensemble. Nicolas, quel dommage. Tu es un routier de baleines et merci pour tout ce temps que tu nous auras accordé. Et j'ai envie de commencer par quelque chose d'original aujourd'hui. On va commencer par un animal assez connu des hommes, en l'occurrence les bébés. Nos bébés, les bébés humains. Tu en parles dans ton bouquin. Il y a plein d'expériences intéressantes qui ont été faites. J'aimerais que tu m'en parles, notamment sur l'instinct maternel, qui serait différent chez les hommes ou chez les femelles, je ne sais pas, c'est une question que tu poses, sur le fait de savoir différencier des pleurs de filles des pleurs de garçons. Est-ce que la bioacoustique aide sur ces questions sans fin et très intéressantes ? Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître surprenant que nous ayons mené, nous, bioacousticiens, des études sur les bébés. En fait, l'idée m'en était venue quand j'avais fait un peu de biblio sur les pleurs de bébés, et j'avais constaté que les pleurs de bébés, les gens regardent ça habituellement comme des choses un peu anormales. On cherche des corrélations entre les pleurs et des maladies, des choses comme ça. Mais il y a très peu de travaux qui considèrent le pleur de bébé comme un éthologiste le considérerait, c'est-à-dire comme un signal de quémande ou de détresse qui informe un parent ou une personne pouvant s'occuper du bébé. Et donc, quand on a démarré les études sur les pleurs des bébés avec David Roby, on s'est dit, on va avoir l'œil de l'éthologiste, c'est-à-dire qu'on va étudier ces pleurs de bébés humains comme on a étudié les pleurs de bébés otaries. Et d'ailleurs, la première question qu'on a posée, c'est exactement la même que celle qu'on avait posée avec Isabelle Charrier il y a quelques années, c'est-à-dire, est-ce que les parents sont capables de reconnaître leur bébé par leurs pleurs ? Et c'était assez surprenant parce que moi, ça me paraissait assez évident. Et en fait, on avait fait un sondage auprès de gens divers et variés. Et ce sondage nous avait appris que les gens pensaient qu'il n'y avait pas de reconnaissance, que c'était impossible de reconnaître un bébé sur ses pleurs, et que si jamais il y en avait une, seules les mères en seraient capables. Donc on a monté une expérience là-dessus, on a enregistré des tas de bébés et on a fait écouter à des parents. C'est très difficile, ils devaient entendre 15 pleurs consécutifs de bébés, 6 secondes chacun. On ne leur disait pas s'il y avait le leur dedans.
Et à chaque fois, on leur disait, est-ce que c'est le vôtre ou pas le vôtre? Les parents, la plupart sortaient en pleurant à moitié, en disant, on n'y est pas arrivé, c'est la catastrophe. Et tout. Et en fait, 95% de réussite, les parents, père comme mère, réussissent extrêmement bien à reconnaître leur bébé sur la base de ses pleurs. Donc partant de là, derrière, on a un peu élaboré les choses dans différentes directions. On a regardé, parce que ça traînait un peu dans la littérature, s'il y avait un codage du sexe dans le pleur des bébés. Alors, il y a probablement un petit peu d'informations. Les pleurs des bébés filles et les pleurs des bébés garçons sont peut-être un tout petit peu différents, mais il y a un point sur lequel ils ne le sont pas du tout, c'est la hauteur du pleur, alors que là aussi, on avait fait un sondage, les gens pensaient que les filles pleuraient aigu et que les garçons pleuraient grave, alors que c'est totalement faux. On a des garçons qui pleurent très aigus et des filles qui pleurent très grave. Et on a fait une expérience, là aussi, on a fait écouter des pleurs de bébés inconnus, cette fois-ci, à des gens, en leur demandant de donner le sexe du bébé. Et ça n'a pas raté, tous les pleurs aigus ont été classés comme pleurs de filles et tous les pleurs graves ont été classés comme pleurs de garçons. C'est un peu comme les chambres bleues et les chambres roses. C'était totalement faux, quoi. Un autre truc rigolo qu'on a, enfin rigolo en tout cas, je sais pas si c'est rigolo, mais intéressant on avait fait, on a fait écouter des pleurs de bébés à des gens, donc des bébés inconnus d'eux, en leur disant, un groupe de gens on leur disait, bah, tel pleur c'est un pleur de garçon, tel pleur c'est un pleur de fille, etc. Notez-le sur une échelle de douleur. Et puis à un autre groupe de gens, on leur faisait écouter rigoureusement les mêmes pleurs, mais on inversait les sexes. Et on leur disait, bon, notez ça. Et en fait, on s'aperçoit que les gens, et en particulier les hommes qu'on avait testés, ne notaient pas tout à fait de la même manière le même pleur selon qu'on leur disait si c'était un pleur de fille ou un pleur de garçon. Ah oui, voilà, oui, ça je m'en souviens. Voilà. Et qu'en fait, quand on disait que c'est un pleur de garçon, un pleur aigu par exemple, si on leur dit c'est un pleur de fille, ils le notent comme exprimant pas beaucoup de douleur, alors que si on leur dit c'est un pleur de garçon, ils le notent comme exprimant beaucoup de douleur. Alors que c'est le même pleur. Je crois que c'est dans Les Couilles sur la table, qui est un podcast que j'adore et que je salue, et où Victoire racontait quelque chose de très intéressant. C'est qu'il me semble que dans les concours aujourd'hui de musiciens, je ne sais plus si c'est au conservatoire, il a été établi dans certains cas que les examinateurs de concours de musique avaient des a priori sur la façon dont pouvait jouer une femme ou un homme, ce qui a conduit à changer les règles des examens et à les faire derrière des rideaux pour qu'il n'y ait pas de biais. Ah oui, bien sûr. Et ça rejoint ce que tu dis. C'est sûr qu'il y a un biais. Alors après, moi, comme je dis toujours, moi, je ne vais pas donner des conseils sur la manière dont on élève ces petits garçons, ces petites filles. Je trouve juste que c'est intéressant de savoir qu'on perçoit les pleurs de manière genrée, en fait, hein, et de manière différente, selon qu'on sait que c'est une fille ou un garçon. Voilà, alors là, maintenant, on est très actif sur ce programme de recherche sur les pleurs des bébés. Une des dernières choses qu'on ait faites, c'est de regarder si dans le pleur des bébés, on a une information quant à la cause du pleur. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors là, c'est rigolo, c'est l'inverse quand on dit aux gens, est-ce que vous pensez qu'il y a des pleurs de faim, des pleurs comme quoi la couche est mouillée, etc. Là, les gens disent sans hésiter, ah oui, absolument, on en est absolument certain. Il n'y a aucune étude scientifique qui l'a testé et qui l'a montré. Donc on a fait ça. On a placé des enregistreurs chez des gens pendant assez longtemps en demandant aux parents de noter qu'est-ce qui avait permis d'arrêter le pleur du bébé. Science participative à fond. Science participative à fond. Et en fait, ce qu'on est en train de voir, alors ça reste un peu à confirmer, mais ce qu'on est en train de voir, c'est que si on prend plein de bébés, on prend 25 bébés, on mélange tous leurs pleurs. Leurs pleurs, on va appeler de faim, de couche, d'inconfort, je sais pas quoi, on mélange tous leurs pleurs, on en tire un au hasard. C'est très difficile de savoir quelle a été la cause de ce pleur. Mais maintenant, si on prend l'identité du bébé en considération, c'est-à-dire si on s'intéresse à un bébé en particulier, et que là on apprend à notre système d'analyse acoustique et de statistiques, on apprend les pleurs de ce bébé, alors ça devient beaucoup plus facile. C'est-à-dire, si on le tire au hasard au milieu d'une population de bébés, on a à peu près 20% de chances d'être capable d'identifier la cause du pleur, statistiquement, alors que si on prend un bébé particulier, on monte à plus de 50%. Ce qui veut dire, et bon, c'est assez logique, que finalement, chaque bébé a sa propre manière, probablement, d'exprimer ce qu'il ressent. Que ses parents apprennent. Et qu'il faut devenir spécialiste d'un bébé. Donc, être parent. Alors, être parent ou pas parent, en tout cas, s'en occuper. Et c'est comme ça qu'on apprend à le décrypter. Oui, c'est-à-dire que par exemple, d'accord, oui, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est pas un lien télépathico difficile. Absolument pas. C'est une nourrice qui ne serait pas la mère de l'enfant développerait peut-être. Pareil. Ah, mais très certainement. Oui. C'était un phénomène d'apprentissage. On a fait une expérience qui a été publiée l'an dernier, assez marrante aussi, où là, c'était toujours sur l'idée de est-ce qu'on est capable de reconnaître un bébé sur la base de ses pleurs. Là, on a fait venir des gens non parents, sans enfants au laboratoire. Et là, on les a entraînés à
On les mettait dans une petite cabine, on leur faisait écouter une séquence de pleurs très courte, 6 secondes d'un bébé, 2-3 fois, jusqu'à 6 fois maximum, en leur disant « ça c'est votre bébé ». Et c'est tout. Hein. Et puis, 5-6 heures après, ou le lendemain, on faisait revenir les mêmes personnes et on leur faisait le test de reconnaissance, où ils devaient écouter 15 séquences de pleurs de bébé, etc. Dans ces séquences, il y avait leur bébé. Ce n'étaient pas les mêmes séquences d'enregistrement que ce qu'ils avaient entendu le matin. C'était le même bébé. Eh bien, la reconnaissance, il suffisait qu'ils aient entendu 4-5 fois, même 3-4 fois un bébé donné pour qu'ils soient capables de le reconnaître. Ce n'était pas le leur. Ils avaient juste entendu 3-4 fois la séquence de 6 secondes et ils étaient capables de le reconnaître. En fait, on est des surdoués pour la reconnaissance d'un bébé par leurs pleurs. Oui, et ça m'a tout l'air d'être une sorte d'atavisme du temps où le son était peut-être beaucoup plus important pour l'être humain. C'est-à-dire que là, tous nos instincts de chasseurs se sont émoussés, perdus, mais tu en as l'intuition, ce n'est pas ton champ, ce n'est pas ta spécialité, ni la mienne d'ailleurs, mais il est fort à parier que l'homme de Cro-Magnon, les hommes de Néandertal, étaient beaucoup plus doués pour reconnaître tel ou tel son d'animal, savoir si justement cet animal était plus ou moins en détresse ou quoi. Et même pas besoin de remonter à la préhistoire. Hein. Les chasseurs actuels. Je pense que toute personne, voilà, qui est vraiment, c'est de l'apprentissage. Hein. Donc en fait, si les gens qui ont l'habitude de vivre dans la nature et d'y prêter attention, forcément développent ce genre de capacité. Hein. Mais c'est sûr que si on mène une vie très citadine, c'est un problème d'apprentissage et d'expérience. C'est pas inné. D'accord. Donc toi, tu es plutôt un bon chasseur ou un mauvais chasseur ? Je suis pas un très bon, je pense. D'accord. Ok Nicolas, on s'approche de la fin de ton bouquin, chapitre 17, Écoutez le vivant. Et c'est là qu'on va dire un mot sur une de mes idoles, qui est apparemment quelqu'un que tu connais, Bernie Krause. On va parler de l'écoacoustique. D'abord, je voudrais que tu me dises ce que c'est. Et ensuite, je voudrais que tu me dises quel est l'objet de cette science. Alors l'écoacoustique, bon, c'est une petite fille de la bioacoustique, ou ça en fait partie, ça dépend de quel point de vue on se place. L'écoacoustique, c'est l'idée qu'on peut utiliser les paysages sonores, les ambiances sonores, comme marqueur de la qualité d'un écosystème et de la biodiversité, sans qu'on ait besoin d'aller chercher qui produit tel ou tel type de vocalisation. Beaucoup moins invasif, voilà. Beaucoup moins dérangeant, peut-être beaucoup plus rapide. Voilà, donc c'est très utilisé. Donc des gens comme Jérôme Sueur en France, par exemple, en sont vraiment le porteur. Donc l'idée, et ça se développe de manière astronomique actuellement, c'est d'aller placer des enregistreurs à demeure dans des endroits divers et variés, de les laisser enregistrer en continu ou de faire des échantillons de son, mais sur des longues périodes, des jours, des semaines, des mois, des années. Et derrière, à partir des paysages sonores enregistrés, d'en évaluer la complexité par des calculs mathématiques et des analyses du signal. D'accord. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de manière non invasive de suivre la dynamique d'un écosystème. Et je pense que ça, c'est pas c'est la communauté pense que vraiment c'est amené à un grand avenir. La difficulté numéro 1 en fait de cette approche, c'est qu'on se trouve très vite à la tête d'enregistrements de très très longue durée. Et donc, il faut des techniques de machine learning, des techniques d'intelligence. Enfin, il faut qu'il y ait de l'intelligence artificielle qui vienne en support de ça, parce que sinon, voilà, c'est vraiment l'avenir, quoi. Alors, on va enchaîner sur Bernie Krause. Raconte-nous qui est cet homme, ce qu'il fait. Alors, Bernie Krause, ça a été un des pionniers de l'écoacoustique. C'est un musicien, en fait. À l'origine, c'est pas du tout un scientifique. D'ailleurs, il n'a pas vraiment une approche scientifique de la chose, mais il a fait partie des premiers à dire, bon, ben voilà, les paysages sonores, c'est important, et il porte une information différente quand on va enregistrer des animaux de manière individuelle. Et quand il a démarré ces enregistrements, c'était très novateur, ces enregistrements de paysages acoustiques. C'était une époque où les bioacousticiens se focalisaient vraiment sur des animaux particuliers. Il fallait enregistrer tous les oiseaux du monde, etc. Et Krause a fait partie des gens qui ont dit, attendez, ça c'est une approche, mais il faut qu'il y en ait aussi une autre qui est plus holistique, qui est de considérer le paysage sonore dans son ensemble. Et bon, c'est quelqu'un qui est un peu âgé maintenant, mais 83 ans. Voilà, qui est à la tête d'une bibliothèque sonore quand même assez stupéfiante et très riche. Je me souviens d'émissions sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, où il était question de Bernie Krause. Et vu que c'est un pionnier, c'est lui qui a remarqué que d'un endroit à l'autre, à des endroits dans le temps différents, les paysages sonores changeaient et malheureusement pas en bon.
Pas en bon, non, c'est sûr, oui. Oui, oui, Beaucoup moins de diversité. il raconte ça, et c'est vrai. Alors, ce qu'il faudrait... donc, Krause a une approche... Bon, il a beaucoup enregistré. Il a une approche assez d'amateur, dans le sens... Pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens... Voilà, j'enregistre des choses, je ne fais pas forcément des analyses poussées des choses. Maintenant, je crois qu'on a les moyens vraiment techniques d'avoir une approche très scientifique de ces paysages sonores. On a avec Jérôme Sueur et Frédéric Seb, là, ils ont un programme de recherche dans le parc du Jura où ils enregistrent, ils font un suivi des paysages sonores sur 15 ans. 15 ans d'enregistrement de paysages sonores. Là, je pense qu'au bout des 15 années, déjà, ils commencent déjà de constater des choses. Là, sur 2 ans, c'est déjà très intéressant, les résultats qu'ils commencent d'obtenir. Mais sur 15 ans, là, on verra s'il y a des dérives dans la biodiversité et des changements de l'écosystème. Ouais, effectivement, tu l'as dit, c'est une science qui est en pleine effervescence. Oui, et alors c'est en pleine effervescence à la fois en milieu aérien et en milieu aquatique. Hein. Est-ce que toi, tout simplement, tu as de plus en plus d'étudiants ? Parce que tu es prof. Oui, on a de plus en plus d'étudiants, on a de plus en plus de demandes. D'ailleurs, on ouvre, je vais faire un peu de pub, on ouvre en septembre prochain un master international de bioacoustique. À Saint-Étienne ? À Saint-Étienne, c'est le premier au monde. Allez les Verts. Et à l'hiver. Alors on est connecté avec le Master international d'acoustique de Lyon, qui a une partie très physique, et nous on ouvre la partie bioacoustique, et on commence d'avoir pas mal de demandes. Hein. Parce que c'est vraiment... Il suffit d'ailleurs de regarder le nombre d'enregistreurs, les ventes d'enregistreurs autonomes. Hein. Ça a totalement comme explosé. Le mien, hein. Comme mon Zoom. Comme le tien, ou plutôt comme des choses qui peuvent rester dans la nature pendant des mois, donc qui sont autonomes pendant très longtemps. Des pièges audio comme il y a des pièges photo. Audio, exactement. Ah oui, alors ça se vend, énormément de boîtes qui se montent, parce que les gestionnaires, j'aime pas bien ce terme, mais c'est le terme consacré, les gestionnaires de l'environnement sont très intéressés par ces approches-là. Ça coûte pas très cher. L'acquisition de données ne coûte pas très cher. Ouais. Traiter les données, ça sera quelque chose de plus compliqué. Comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait de l'intelligence artificielle, il faut attirer. Nous, on est en pleine discussion avec des gens du machine learning, des gens comme ça. Il y a absolument un énorme besoin pour traiter les données. Mais oui, c'est en pleine explosion, et ça sera très utile. Je ne vais pas te laisser partir avant que tu m'expliques une loi très simple que tu évoques à la fin de ton bouquin, qui s'appelle la loi de Zipf. J'ai adoré ce nom, ZIPF, la loi de Zipf, elle dit quoi ? La loi de Zipf, c'est ça, c'est plus c'est fréquent, plus c'est court. Donc c'est une loi... Bon, finalement, qu'on peut prédire avec la théorie mathématique de la communication. Hein. C'est incroyable, on a l'impression que tu parles de l'acte sexuel. Quand on veut passer de l'information, voilà, une information qu'on veut passer de manière très fréquente, eh bien, on va la coder avec un signal très court. Hein. Oui, non, c'est des signaux courts. S'il fallait que je te dise anticonstitutionnellement chaque fois que je te dis oui, ça serait un petit peu fatigant. D'accord. Et donc, une des toutes dernières questions que j'ai envie de te poser, que tu te poses toi-même à la fin du bouquin, c'est la réponse à la question que tu poses au début. C'est la réponse à ce que disait Montaigne, ta fameuse thèse. Donc, on va faire notre conclusion maintenant. Il faut que je te libère, tu as un train à prendre. Les animaux ont-ils un langage ? Donc, quelle est ta réponse de manière courte, cher Nicolas ? Les animaux n'ont pas un langage, mais chaque espèce animale a son langage. Chaque espèce animale communiquant par les sons. Il suffit de bien s'entendre sur ce qu'on entend par langage. Si on entend par langage un système de communication acoustique où de l'information est codée dans des signaux sonores, ça ne me dérange pas du tout de parler de langages animaux, mais le langage du bonobo n'est pas celui du chimpanzé, qui est différent de celui de la mouche drosophile, et celui de l'espèce humaine, qui est quand même très particulier. Oui, mais oui, bon, bien sûr, il est très élaboré, le nôtre. Il est très élaboré, oui. Il est probablement très connecté aussi au fait qu'on a tout un monde de construction imaginaire, de mythes, etc., pour l'instant, on n'a pas retrouvé chez d'autres espèces animales. Est-ce que le langage, cher Nicolas, est le propre de l'homme ? Alors, le langage humain est le propre de l'homme. Le langage humain est le propre de l'homme. Non, mais tu vois bien là où je veux en venir. Oui, c'est je vois bien ce que à tu veux travers dire. les siècles, on parlait de Darwin tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui prétendent que l'homme est unique, que l'homme se distingue du reste, j'allais dire de la création, c'est débile, du reste des autres animaux par différents traits, dont le fameux langage. Oui, alors il faut faire attention. Effectivement, le langage humain, c'est probablement le plus complexe du monde animal, et donc en ce sens-là, il est unique. Par contre, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de dire le langage humain et l'espèce humaine est d'un côté et les animaux sont de l'autre. Voilà, parce que les animaux ne constituent pas un groupe homogène.
comme dit souvent Jean-Claude Amézède, ce n'est pas une différence de nature, et c'est d'ailleurs pas lui, c'est Darwin qui dit ça, ce n'est pas une différence de nature, c'est plus une différence de degré. Tu parlais de complexité. De degré, oui, ou une différence tout court, tu vois, sans même parler de... Oui, mais la différence, ça laisse encore la place à une espèce de dichotomie entre l'humain et le non-humain. C'est vrai. Alors que, tu vois, cette histoire de nature et de degré dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est juste une différence, juste de degré, c'est un peu plus, mais c'est pas différent. Ah oui. Bon, je veux pas t'embêter. Ok, j'aimerais te parler encore des heures. On est épuisés, toi et moi, on a enregistré beaucoup d'épisodes d'un seul coup, là. Je vais te libérer pour aller prendre ton train, je vais même te raccompagner à la gare. Merci. Merci pour toute ta patience, merci d'être venu chez moi. Mais avec grand plaisir. Je passerai te voir chez toi à Saint-Étienne, un de ces quatre. Avec plaisir également. J'espère que tu as des bières au frigo. Toujours. Très bien, je te remercie infiniment Nicolas. Rentre bien chez toi, à bientôt. Merci, salut Marc. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleines sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de Baleines sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur Helloasso. Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleines sous Gravillon, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site, où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, sans oublier Frédéric Colazzina et Gabriel Dallène, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.